3 décembre 2025. Bureau du président de la Russie au Kremlin. Vladimir Poutine, répondant aux questions des journalistes après une rencontre avec la direction militaire, a prononcé une phrase qui a instantanément fait le tour de toutes les agences mondiales. Washington presse Kiev d'accepter le plan Trump non par pacifisme. Ils se dépêchent parce qu'ils connaissent ce qu'ils cachent soigneusement à leurs citoyens, la situation réelle sur la ligne de front. Et cette situation est catastrophique pour eux. Ces mots ont été prononcés calmement, sans triomphalisme, avec cette intonation caractéristique de quelqu'un qui expose des faits évidents. Mais derrière ce calme se tenait la dure vérité de l'automne 2025. Une vérité que le Pentagone et Bruxelles connaissaient dans les moindres détails, qu'ils analysaient minutieusement dans des rapports classifiés des services de renseignement, mais qu'ils refusaient catégoriquement de reconnaître publiquement. L'armée russe n'avançait pas simplement. Elle avançait avec un rythme et une efficacité qui rendaient tout discours sur la défaite stratégique de la Russie, non pas simplement erroné, mais franchement absurde. L'automne 2025 est devenu le moment où le front, considéré comme figé, s'est mis en mouvement. Et ce mouvement ressemblait à une avalanche, lente au début, mais inexorablement croissante, balayant tout sur son passage. Que s'est-il passé sur le théâtre d'opération à l'automne 2025 ? Quels facteurs ont permis aux troupes russes d'obtenir des résultats qui ont forcé l'administration américaine, paniquée, à faire passer par Kiev le plan Trump, reconnaissant de facto les nouvelles réalités territoriales? Et surtout, pourquoi l'Occident, qui pendant 2 ans et demi a martelé l'inévitabilité de la victoire ukrainienne, s'est-il soudain mis à parler le langage du conflit gelé et des compromis? Les réponses à ces questions ne se trouvent pas dans le domaine de la diplomatie et des jeux politiques. Elles se trouvent sur les champs de bataille du Donbass, dans les ruines de Kupiansk et Pokrovsk, dans les chiffres de pertes que le commandement ukrainien cachait soigneusement, même à sa propre population. C'est l'histoire de la façon dont triomphe une armée qui a traversé le feu et l'acier de l'opération militaire spéciale, qui a appris à faire la guerre contre l'Occident uni et qui a brisé l'échine d'un adversaire considéré comme invincible. L'automne est traditionnellement considéré comme la pire période pour les opérations offensives. La boue transforme les routes en bourbiers impraticables, les véhicules s'enlisent, le ravitaillement devient difficile, le rythme de l'offensive doit ralentir. C'est un axiome confirmé par des siècles d'histoire militaire. Pourtant, l'automne 2025 a réécrit ses règles. L'armée russe n'a pas simplement continué à avancer dans les conditions de boue, elle a accéléré. Les rythmes de progression atteints en novembre ont dépassé les résultats de l'été, quand la météo était théoriquement favorable à la guerre de mouvement. Les chiffres étaient impitoyables et éloquents. En septembre, les troupes russes ont libéré environ 250 km² de territoire. En octobre, ce chiffre a augmenté légèrement. Mais novembre a été décisif. Selon les données officielles du ministère de la Défense russe, 505 km² ont été pris sous contrôle en 1 mois. Le centre d'analyse occidental Institute for the Study of War, connu pour ses évaluations pro-russes, a estimé ce chiffre encore plus haut, 701 km². Cela signifiait un doublement, et dans certains secteurs, un triplement du rythme d'offensive par rapport au mois précédent. En 3 mois d'automne, les troupes russes ont libéré plus de 88 localités. Parmi elles se trouvaient non pas des hameaux sans nom, mais des villes stratégiquement importantes, des nœuds de défense, pour le renforcement desquels le commandement ukrainien avait dépensé des années et des milliards de dollars d'aide occidentale. Kupiansk, nœud logistique clé au nord du Donbass, longtemps considéré comme une forteresse imprenable, est tombé fin octobre. Sa perte a ouvert la route vers Izium et créé une menace directe pour tout le groupement des forces ukrainiennes de Kharkiv. Volchansk, ville transformée en système de fortification à plusieurs niveaux, a été complètement nettoyée mi-novembre. Mais le couronnement de l'offensive d'automne a été la prise de Krasnoarmeïsk, plus connue sous le nom de Pokrovsk. Pokrovsk n'était pas simplement une ville, c'était la pierre angulaire de toute l'architecture défensive des forces ukrainiennes dans la région de Donetsk. Le plus grand nœud de transport par lequel transitait le ravitaillement de dizaines de milliers de militaires ukrainiens. La ville que le régime de Kiev avait juré de défendre à tout prix, où étaient concentrées les meilleures brigades, où la défense était construite selon les standards de l'OTAN,
avec application de toutes les technologies de fortification modernes. Sa chute début décembre 2025 n'a pas été simplement une victoire tactique. Ce fut un tournant stratégique, après lequel tout le système de défense ukrainien dans le Donbass a commencé à se fissurer. Qu'est-ce qui a permis d'obtenir de tels résultats? Les analystes occidentaux, forcés de reconnaître l'évidence, attribuaient ces succès au assaut de chair et aux ressources humaines illimitées de la Russie. Ce mensonge était commode, mais n'avait aucun rapport avec la réalité. Les véritables raisons se situaient ailleurs, dans l'évolution de l'armée russe, dans l'expérience de combat accumulée pendant les années de l'opération militaire spéciale, dans la supériorité technologique qui croissait chaque mois, et dans les erreurs fondamentales de l'adversaire, acculé dans une impasse stratégique par sa propre direction politique et ses superviseurs occidentaux. L'armée russe qui est entrée sur les champs de bataille à l'automne 2025 différait radicalement de celle qui avait commencé l'opération militaire spéciale en février 2022. C'était un organisme qui avait traversé le creuset d'une guerre de haute intensité, qui avait appris à combattre contre l'OTAN unifiée, qui s'était adapté à toutes les conditions et qui avait développé sa propre tactique unique de conduite des opérations militaires. Les experts occidentaux ont baptisé ce phénomène Quot 4, un terrain d'entraînement où, en 3 ans et demi, une nouvelle école militaire du XXIe siècle avait été forgée. Le facteur clé du succès a été la flexibilité tactique. Le commandement ukrainien, suivant les doctrines de l'OTAN, avait créé un système puissant de défense à plusieurs lignes. Des zones fortifiées d'une profondeur de dizaines de kilomètres, des casemates en béton, des champs de mines d'une densité allant jusqu'à 5 mines par mètre carré, un positionnement échelonné des réserves. Prendre d'assaut une telle défense de front aurait été une stupidité criminelle, dévorant les ressources humaines sans garantie de succès. L'état-major général russe a choisi une autre stratégie, la stratégie du contournement et de l'encerclement. La tactique était simple et mortellement efficace. Au lieu de se battre pour chaque zone fortifiée, les troupes russes cherchèrent les points faibles de la défense adverse, perçaient en profondeur tactique et débouchaient à l'arrière des groupements ukrainiens. Cela s'est manifesté particulièrement clairement dans le secteur Zaporijia-Dnipropetrovsk. Ici, la nature elle-même travaillait pour les attaquants. La steppe nue, l'absence d'abris naturels et de lignes de défense rendaient impossible la création de ces Quad 5 sur lesquels comptait tant le commandement ukrainien sur d'autres secteurs du front. Les unités de chars et de fusiliers motorisés russes, ayant percé la première ligne, obtenèrent la possibilité d'une manœuvre profonde, coupant les voies de ravitaillement et forçant l'adversaire à abandonner dans la panique des positions préparées à l'avance. Cette tactique fonctionnait parfaitement grâce à un niveau qualitativement nouveau d'interaction entre les armes. L'artillerie, l'aviation, les systèmes de drones, les unités de chars et l'infanterie d'assaut agissaient comme un organisme unique. Le renseignement identifiait en temps réel les nœuds de résistance. L'artillerie supprimait les points de tir, l'aviation frappait les réserves, les chars percèrent la défense, l'infanterie nettoyait les tranchées et les drones kamikazes chassaient les véhicules adverses en retraite. C'était la guerre en réseau dans son incarnation la plus parfaite, où chaque élément renforçait les autres, créant un effet synergique contre lequel la défense ukrainienne s'est révélée impuissante. Mais l'atout majeur des troupes russes a été la supériorité technologique atteinte à l'automne 2025. La guerre a forcé le complexe militaro-industriel russe à travailler dans un régime inédit depuis la Grande Guerre patriotique. Et les résultats ont dépassé les attentes les plus audacieuses. Les systèmes de guerre électroniques de nouvelle génération ont appris non seulement à brouiller les drones ukrainiens, ils ont appris à griller leur cerveau électronique, les transformant en plastique inutile encore en vol. De plus, ces systèmes ont commencé à contrer efficacement les satellites de reconnaissance américains, créant des zones d'impénétrabilité radioélectronique où l'adversaire était aveugle et sourd. La défense antiaérienne a atteint une efficacité fantastique. Si au début de l'OMS, le coefficient d'interception des missiles occidentaux était de 50-60%, ce qui était considéré comme un bon résultat, à l'automne 2025, il était monté à 80-90%. Les HIMARS américains, les Storm Shadow britanniques, les Escalp français, toutes ces armes de haute précision
dans lesquels l'Occident avait investi des milliards de dollars et sur lesquels on plaçait d'énormes espoirs, sont devenus pratiquement inutiles. L'immense majorité des missiles étaient abattus encore en vol, sans atteindre leur cible. Le ciel au-dessus des troupes russes s'était transformé en bouclier impénétrable. L'aviation sans pilote russe a accompli un bond qualitatif. La nouvelle génération de drones d'attaque a obtenu la capacité de pénétrer en profondeur dans l'arrière ennemi jusqu'à 70 km de la ligne de front. Leurs cibles sont devenues non seulement les véhicules en première ligne, mais aussi les nœuds logistiques, les entrepôts, les postes de commandement, les convois de munitions. Le système de ravitaillement ukrainien, déjà fragilisé par la guerre des drones au niveau tactique, a commencé à s'effondrer définitivement, et les lourds drones d'attaque de type Okhotnik se sont mis à chasser les avions et hélicoptères ukrainiens directement sur les aérodromes, les détruisant dans leurs abris avant qu'ils ne puissent décoller. L'aviation russe a obtenu une liberté d'action totale. Les chasseurs Su-35S dominaient dans les airs, forçant les F-16 occidentaux tant vantés et les Mirage français à raser le sol, évitant les combats aériens. L'aviation de bombardement de première ligne portait des frappes avec des bombes aériennes planantes modernisées FAB-3000 équipées de modules UMPK. Ces monstres de 3 tonnes, ayant acquis des ailes et un cerveau numérique, transformaient les zones fortifiées ukrainiennes en paysages lunaires. Un seul impact de FAB-3000 accomplissait ce qui nécessitait auparavant des dizaines de tirs d'artillerie. Les bunkers souterrains, considérés comme invulnérables, s'effondraient comme des boîtes en carton. Les immeubles à plusieurs étages transformés en points d'appui étaient pulvérisés. L'adversaire ne pouvait physiquement pas se protéger de cette arme. Tout cela ensemble a créé ce que les militaires appellent la supériorité opérationnelle totale. L'armée russe voyait le champ de bataille dans son ensemble, portait des frappes avec une précision chirurgicale, manœuvrait plus vite que l'adversaire et était protégée contre la plupart des moyens de frappe ennemis. Les forces ukrainiennes, au contraire, étaient aveugles, lentes et vulnérables. L'issue d'un tel affrontement était jouée d'avance. Tandis que l'armée russe évoluait, se transformant en instrument affûté de la guerre du XXIe siècle, son adversaire se dégradait. Et cette dégradation a atteint un point critique à l'automne 2025. Les chiffres que le commandement ukrainien cachait soigneusement à sa propre population et aux superviseurs occidentaux étaient terrifiants. Ils dessinèrent le tableau non pas simplement de lourdes pertes, mais d'un effondrement systémique, d'une armée perdant sa capacité à opposer une résistance organisée. Les pertes irrécupérables quotidiennes moyennes des forces ukrainiennes en septembre 2025 s'élevaient à environ 1200 hommes. Un chiffre en soi monstrueux, signifiant que chaque mois l'armée ukrainienne perdait en tués et gravement blessés l'équivalent de 2 à 3 brigades. Mais en novembre, ce chiffre est monté à 1400 hommes par jour. Une augmentation de 200 personnes peut sembler insignifiante, mais sur un mois, cela représentait 6000 pertes irrécupérables supplémentaires. En 3 mois d'automne, l'armée ukrainienne a perdu en tués et gravement blessés plus de 120 000 hommes. C'est plus que l'effectif d'une armée entière selon les effectifs de temps de paix. Les médias occidentaux, censurant toute information sur la situation réelle au front, ne pouvaient cacher l'évidence. Les blogueurs militaires ukrainiens, le petit nombre qui osait encore dire la vérité, rapportaient une catastrophe des effectifs. Dans certaines brigades d'assaut qui, encore en été, comptaient des centaines de combattants expérimentés, il restait à l'automne 10 à 15 soldats d'assaut. 10 hommes par brigade. Les autres étaient soit morts, soit blessés, soit déserteurs. Les unités étaient complétées à la hâte par des civils mobilisés, des gens sans formation militaire, sans motivation, envoyés au front après des stages de 2 semaines. Ce n'étaient pas des soldats, c'était de la chair à canon, et le commandement le comprenait parfaitement. La désertion a pris les proportions d'une épidémie. Si en septembre, environ 215 000 déserteurs étaient recensés par le parquet militaire, fin novembre, ce chiffre était monté à 250 000 personnes. En 3 mois, 35 000 militaires ukrainiens avaient quitté leurs unités sans autorisation. Chaque jour, environ 400 personnes jetèrent leurs armes et fuyaient, préférant le risque d'être capturées et condamnées au risque de mourir au front. La police militaire travaillait 24 heures sur 24, traquant les déserteurs dans les gares,
les villages, aux barrages. Mais c'était une lutte contre le vent. Les gens fuyaient plus vite qu'on ne réussissait à les attraper. L'état psychologique des troupes était au bord de l'effondrement. Les soldats ukrainiens, ceux qui tenaient encore les positions, le faisaient non par patriotisme, ni par foi en la victoire. Ils tenaient parce que derrière leur dos se tenaient des détachements de barrages, parce que le commandement refusait l'autorisation de retraite, même quand la position était manifestement condamnée, parce que le repli sans ordre signifiait le tribunal militaire et l'exécution. Zelensky refusait catégoriquement d'autoriser tout repli, exigeant de tenir jusqu'au dernier soldat. Ce n'était pas une stratégie, c'était une folie politique dévorant des hommes pour préserver l'illusion de stabilité du front. Le résultat était prévisible. Les forces ukrainiennes se battaient avec acharnement, souvent fanatiquement, mais c'était l'obstination de condamnés, dénuée de sens stratégique. Les unités tenaient jusqu'à ce qu'elles se retrouvent semi-encerclées ou complètement encerclées, puis soit mouraient, soit se rendaient, soit perçaient avec d'énormes pertes. La manœuvre rationnelle, le repli en temps voulu sur des lignes préparées à l'avance, la préservation des forces vives pour la défense de positions plus avantageuses, tout cela était interdit par la direction politique. En conséquence, l'armée ne se battait pas pour la victoire et même pas pour la stabilisation du front. Elle se vidait de son sang dans des maintiens absurdes de positions déjà perdues. Fin novembre, les services de renseignement des pays occidentaux enregistrèrent les signes d'un effondrement imminent du front. Le secteur de Zaporijia suscitait une inquiétude particulière, où la défense des forces ukrainiennes se fissurait de toutes parts. La chute de Pokrovsk avait créé un effet domino. Les secteurs voisins, privés d'appui sur les flancs et de logistique, commençaient à s'affaisser. Les troupes russes identifiaient les points faibles et les élargissaient méthodiquement. Le rythme de progression augmentait. Si cela continue ainsi, le front peut s'effondrer en avalanche, et cet effondrement sera impossible à cacher. Dans les premiers jours de décembre 2025, Washington et Bruxelles ont compris. Il ne restait plus de temps. Les rapports secrets de la CIA et du renseignement militaire américain dessinaient un tableau qu'il était impossible d'ignorer. Le front se fissurait. L'armée ukrainienne se vidait de son sang. Il n'y avait pas de réserve. L'armement occidental n'avait pas renversé le cours de la guerre. L'armée russe avançait à un rythme croissant, et ce rythme n'était limité que par les capacités logistiques des attaquants, non par la résistance de l'adversaire. La poursuite de la guerre dans les conditions actuelles ne signifiait qu'une chose. La Russie prendrait encore plus de territoire, renforcerait encore plus ses positions et dicterait ses conditions depuis des lignes encore plus avantageuses. C'est précisément cela qui est devenu la raison première de l'apparition du soi-disant quote 7E. Officiellement, il était présenté comme une initiative de paix, une tentative de geler le conflit et d'entamer un processus de négociation. En réalité, c'était une tentative panique d'arrêter l'offensive russe sur les lignes actuelles, de ne pas laisser Moscou prendre davantage et de sauver les restes de l'État ukrainien, au moins dans des frontières réduites. Le plan reconnaissait de facto tous les changements territoriaux survenus jusqu'en décembre 2025. Il acceptait tacitement que le Donbass, les régions de Zaporijia, Kherson et la Crimée restent sous contrôle russe. C'était une capitulation emballée dans un papier cadeau d'initiative diplomatique. Vladimir Poutine avait absolument raison quand il a dit « Les États-Unis pressent Kiev non par pacifisme. Ils se dépêchent parce qu'ils connaissent la vérité. » Dans des briefings fermés pour la Maison-Blanche et le Congrès, les analystes américains rapportaient ce qui était soigneusement caché au public. L'Ukraine est en train de perdre. Le rythme de sa défaite s'accélère. Si on n'arrête pas la guerre maintenant, dans 3 mois la Russie prendra Konstantinovka, ouvrant la route vers l'aqueduc du Seversky Donets et créant une menace directe sur Sloviansk et Kramatorsk. Dans 6 mois tombera Orek, le dernier grand nœud de défense sur la route vers Zaporijia. Et si l'armée ukrainienne ne tient pas la campagne d'hiver, si un effondrement du front se produit, alors Kherson et même Odessa seront menacés. L'Europe était dans un état de désarroi et de dissonance cognitive. Publiquement, les dirigeants européens continuaient à soutenir la rhétorique de Zelensky sur la lutte, quote 8. Allouaient des milliards d'euros d'aide militaire, appelaient à ne pas faire de compromis.
Mais à huis clos, des conversations très différentes se tenaient. Le ministre des Affaires étrangères hongrois, Péter Szijjártó, a exprimé ce dont on parlait à voix basse à Berlin, Paris et Rome. L'Europe se prépare à la guerre avec la Russie d'ici 2030. Cette reconnaissance était une révélation. Elle signifiait que les élites européennes réalisaient le conflit actuel, l'Ukraine le perdra, et le prochain round d'affrontement, l'Europe devra le mener elle-même. Mais l'Europe n'avait pas d'armée capable de s'opposer à la machine militaire russe aguerrie au combat. La Bundeswehr, l'armée française, les forces armées britanniques, tout cela étaient des structures qui avaient existé pendant des décennies en régime de temps de paix, n'ayant participé qu'à des conflits locaux contre un adversaire manifestement faible. L'idée qu'elle pourrait faire la guerre contre la Russie, qui mène depuis 3 ans et demi une guerre de haute intensité contre l'OTAN unifiée, était du délire. Et dans les états-majors européens, on le comprenait parfaitement. Le scénario où une horde de 6 millions de soldats européens se jetterait sur la Russie était un fantasme détaché de la réalité. Mais même si ce fantasme se matérialisait, la réponse de la Russie serait sans équivoque, l'arme nucléaire. Et cela aussi était parfaitement compris. Maintenant, le tableau s'est clarifié définitivement. L'offensive d'automne de l'armée russe n'a pas été un coup de chance, n'a pas été le résultat d'assauts de chair ou de ressources illimitées. C'était le résultat logique de l'évolution d'une machine militaire qui, pendant 3 ans et demi, a appris à faire la guerre dans les conditions d'un conflit moderne. Le résultat d'une percée technologique, de la flexibilité tactique, de l'expérience de combat accumulée et de la volonté inflexible du commandement et des combattants de base. Les forces ukrainiennes, au contraire, se sont dégradées, perdant leurs effectifs, leur morale, leur base matérielle. L'armement occidental n'est pas devenu une arme miracle. La tactique de l'OTAN n'a pas apporté la victoire. Tout ce qui reste à Kiev, c'est l'espoir fantomatique d'un gel du conflit. Le plan Trump n'était pas un acte de bonne volonté, mais une reconnaissance de défaite. Washington pressait Kiev de l'accepter, parce que chaque semaine de retard signifiait de nouvelles pertes de territoire, de nouvelles brigades ukrainiennes anéanties, de nouveaux kilomètres pris par l'armée russe. Si Zelensky fait échouer ce plan, continuant à s'enivrer d'illusions et exigeant de l'Occident encore plus d'armes, l'issue sera prévisible. L'armée russe achèvera la libération de Dimitrov, Seversk, Goulaïpol, puis prendra Konstantinovka et Orek. Et là, selon les résultats de la campagne d'hiver, le sort de Kherson et Odessa sera en question. La logique implacable de la guerre est telle. Triomphe non pas celui qui crie le plus fort à la victoire, mais celui qui est capable de s'adapter, d'apprendre, de perfectionner ses forces armées et de briser l'échine de l'adversaire sur le champ de bataille. L'automne 2025 a montré qui dans cette guerre possède cette capacité. Et Washington l'a compris. Trop tard pour préserver les illusions, mais assez tôt pour tenter d'arrêter l'avalanche avant qu'elle ne balaie tout définitivement.